beaucoup d'être ici aujourd'hui pour en parler des altérations neuropsychologiques chez les adolescents qui ont vécu de la maltraitance. Donc oui, je suis professeure à l'école de psychologie à l'Université Laval, chercheur au Centre de recherche Cerveau, parce que dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse à deux populations particulières. Les adultes, donc de 18 à 30 ans, qui souffrent de troubles mentaux sévères comme les troubles psychotiques. Et donc, c'est pour ça que je suis affiliée au Centre de recherche Cerveau et au CRUGEF pour un autre axe de recherche, donc qui s'intéresse principalement aux adolescents, donc les 12-17 ans, qui ont vécu de la maltraitance et qui ont des problématiques en santé mentale. Donc, le cœur de mes recherches, c'est vraiment au niveau de la santé mentale. Donc, la relation entre la maltraitance, les atteintes cognitives et les troubles mentaux, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, est tout de même complexe. La maltraitance est associée à des atteintes cognitives, que ce soit à l'enfance, l'adolescence ou à l'âge adulte. La maltraitance est aussi un facteur de risque pour le développement de troubles mentaux, entre autres les troubles psychotiques, donc un des intérêts de recherche importants. Les troubles mentaux, eux, sont aussi associés à des atteintes neuropsychologiques. Donc, il y a vraiment plusieurs méta-analyses qui ont été publiées et qui montrent dans différents troubles psychiatriques qu'on voit des atteintes cognitives, mais les atteintes cognitives, selon certains modèles théoriques, on peut les concevoir aussi comme des précurseurs au développement de troubles mentaux. Donc, d'où l'importance de bien les comprendre, les altérations neuropsychologiques, et donc d'intervenir aux besoins. Donc, le fonctionnement neuropsychologique, c'est ce dont on va entendre parler aujourd'hui. Ça, pour moi, constitue vraiment une cible novatrice d'intervention qui est importante. Considérant la nature des déficits neuropsychologiques chez les adolescents, donc qui ont vécu de la maltraitance et qui ont des problématiques en santé mentale. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des interventions donc, de la remédiation cognitive dont on va parler aujourd'hui aussi. La remédiation cognitive qui a comme pour principe de la plasticité cérébrale, comme quoi on peut améliorer le fonctionnement cognitif et le fonctionnement social. Et donc, mais la remédiation cognitive, par contre, il y a peu d'études qui ont évalué l'effet chez les adolescents qui ont des problématiques en santé mentale. Et aucune étude a évalué l'effet de la remédiation cognitive jusqu'à ce jour. Donc, je vais en reparler un peu plus tard. Donc, l'effet de la remédiation cognitive chez les adolescents qui ont des problématiques en santé mentale, mais qui ont aussi un vécu donc, de maltraitance dans le cadre de la protection, qui sont dans un contexte de protection de la jeunesse. Et un autre aspect, donc un autre constat qui ressort de la littérature, mais je dirais aussi principalement pour les cliniciens et les intervenants, c'est qu'il y a peu d'outils qui sont disponibles actuellement pour expliquer, pour informer les cliniciens sur le fonctionnement neuropsychologique et donc de donner des stratégies et des outils pour aider les personnes qui présentent de telles altérations à aller mieux. C'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que vous allez voir que c'est ça le plan de match, hein, les difficultés. Puis là, je vous arrive avec des questions qu'on va essayer de répondre tout au cours de ma présentation. Donc, quel est le portrait neuropsychologique des adolescents qui ont vécu de la maltraitance dans un contexte de troubles de santé mentale ou non? On va passer en revue les différentes méta-analyses qui ont été publiées à ce sujet-là. Quelles sont les conditions gagnantes pour développer des interventions par remédiation cognitive auprès spécifiquement des clientèles en centre jeunesse, parce qu'il n'y a pas d'études, on ne peut pas se baser sur les constats dans la littérature. Et une autre question quiz, qu'est-ce que la trousse cerveau? Donc, on va en entendre parler aussi. Donc, l'effet de l'adversité extrême, donc la maltraitance, dans ce cas-ci, ce à quoi je fais référence, ça entraîne des altérations neurobiologiques, donc au niveau du cerveau. Et pourquoi ça représente un facteur de risque? C'est parce que la maltraitance, elle agit comme un facteur de stress, chroniquement stressant, chez les personnes qui la vivent. Et ce stress chronique-là est susceptible d'entraver le développement sain des structures cérébrales. Donc, il y a toute une importance de comprendre à quel moment le stress intense aussi apparaît. Et c'est ce qui amène dans la littérature, comme quoi le constat qu'il y a un dysfonctionnement de l'axe HPH. Donc, le dysfonctionnement de l'axe HPH qui est surtout en lien avec certaines structures cérébrales, donc le cortex préfrontal, ici, l'amygdale et l'hippocampe. Donc, qui sont trois structures très importantes dans ce complexe-là qui est relié au stress, donc chroniquement stressant et tous les effets délétères qu'on peut observer sur le cerveau. Donc, au niveau des atteintes neurobiologiques, donc, il y a trois régions du cerveau qui sont susceptibles d'être affectées par l'hyperactivation de l'axe HPA.
les trois zones donc, dont je viens de vous parler, l'hippocampe, l'amygdale et le cortex préfrontal. L'hippocampe, c'est une structure qui est responsable ou qui sous-tend le fonctionnement mnésique, donc la mémoire des apprentissages, la mémoire épisodique. L'amygdale détermine la valeur émotionnelle, donc tous les aspects affectifs qui sont reliés, donc qui peuvent sous-tendre des problèmes qu'on peut observer lorsqu'il y a un dysfonctionnement. Et le cortex préfrontal, donc, qui est le siège du fonctionnement cognitif supérieur. Fonctionnement cognitif supérieur, on entend par là les fonctions exécutives. Fonctions exécutives qui sont des fonctions d'ordre supérieur, qui sont en lien avec la planification, l'organisation, l'inhibition. Donc, des atteintes à ces différentes structures-là peuvent évidemment apporter des altérations au niveau du cerveau, oui, et particulièrement sur ces fonctions-là qui sous-tendent différents processus cognitifs. Un autre aspect à considérer aussi, donc il y a les zones cérébrales, les processus cognitifs ou les fonctions cognitives qui sous-tendent ces différentes régions cérébrales-là, mais il y a aussi un aspect de fenêtre temporelle dans le développement qu'il faut considérer. Par exemple, l'hippocampe, ce qu'on sait au niveau du cerveau, c'est que cette structure-là croît surtout pendant les 4 premières années de la vie. Donc une atteinte ou un stress chroniquement stressant qui apparaît à ces moments-là peut avoir un effet plus délétère. L'amygdale, elle se perfectionne de la naissance jusqu'à l'âge adulte et le cortex préfrontal commence un peu son essor, donc un peu plus tardivement, continue jusqu'à la puberté, parfois même, pas parfois même, il y a des études qui montrent jusqu'au début de l'âge adulte. Donc, tous les aspects en lien avec les fonctions exécutives. Et donc, un stress chroniquement stressant qui peut avoir un lien et un effet sur ces différentes structures-là peut avoir donc des effets au niveau des symptômes cliniques et des déficits neuropsychologiques. Et on voit même des altérations en fonction de différents âges d'exposition lors de l'utilisation de certaines techniques d'IRM, par exemple. Tout ce constat-là nous permet de penser qu'on pourrait donc observer des répercussions négatives donc, au niveau cognitif. Et c'est dans cette optique-là qu'on a réalisé des différentes méta-analyses dont je vais vous parler aujourd'hui. Dans l'optique de faire vraiment un tour très exhaustif de la littérature, toutes les études qui étaient disponibles, c'est pour cette raison-là qu'on a fait les méta-analyses. On s'intéressait à savoir, moi je me posais comme question, est-ce que c'est tous les processus cognitifs qui sont atteints? Est-ce qu'il y a même des processus cognitifs qui peuvent être préservés? Est-ce que aussi le profil cognitif peut varier en fonction de la présence ou non d'un trouble de santé mentale? Parce qu'on sait que différentes structures peuvent être impliquées, c'est des gens à risque. Donc, c'est avec ces questions-là qu'on a produit une série de méta-analyses. Donc, je vais ressortir les constats principaux aujourd'hui. Donc, la première, on s'intéresse au profil neuropsychologique des enfants, des adolescents et des adultes qui ont expérimenté, qui ont vécu de la maltraitance. Cette méta-analyse-là comprenait quand même plusieurs études, donc 52 études, publiées en 1970 et 2013. Donc, on a fait vraiment le tour de la littérature. Et le devis, donc, ce qui était compris comme type d'études dans la méta-analyse, on a considéré des groupes donc, qui ont eu une exposition à la maltraitance comparativement à un groupe contrôle sain, donc qui n'a pas eu d'exposition à la maltraitance. Et donc, il n'y a pas de problématique en santé mentale dans le premier groupe. Évidemment, vous pourriez dire probablement qu'il y en a. Je pense qu'effectivement, ils n'ont peut-être juste pas été évalués, mais de façon générale, si on se fie au devis, à la méthode, c'était des jeunes qui n'avaient pas de problématique nécessairement en santé mentale. Ce qu'on a observé lorsqu'on compare la performance de ces deux groupes-là sur différents domaines cognitifs, mais de façon générale, la taille d'effet globale, si on prend tous les domaines cognitifs qu'on a regardés, puis qu'on regarde l'importance de la différence au niveau du fonctionnement neuropsychologique, on observe une taille d'effet dite modérée, donc de moins 0,50, qui signifie que la performance des personnes qui ont vécu la maltraitance est inférieure. Voilà, ici, ce que j'ai essayé de représenter, c'est les atteintes neuropsychologiques plus précises, parce qu'on évalue vraiment différents domaines neuropsychologiques. Et ici, ce que vous voyez, c'est plus les tailles d'effet plus générales. Ce n'est pas spécifique à un groupe d'âge. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des processus, par exemple, au niveau de la mémoire de travail, qui est la capacité à maintenir de l'information, la manipuler pour donner une réponse concrète. Par exemple, si vous faites un calcul mental, vous voulez retenir une consigne, la mémoire de travail est sollicitée. L'attention aussi, on a vu une différence donc de groupe importante. Donc, toute la capacité à se concentrer, éliminer les distracteurs. Donc, voilà. L'intelligence aussi, qui est beaucoup évaluée dans ce domaine de recherche-là. On voit une taille d'effet aussi modérée.
Donc, l'intelligence qui fait appel aux capacités de raisonnement, de la mémoire de travail, de la vitesse de traitement de l'information. La vitesse de traitement de l'information, ça c'est la capacité, notre rapidité avec laquelle on effectue des tâches. Et les fonctions exécutives, donc des fonctions exécutives, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais qui permettent de trouver des solutions face à des situations nouvelles, donc qui nous demandent de la planification, de l'organisation, inhiber certaines choses aussi qu'il ne faut pas dire dans certaines situations sociales. Donc, ce sont les fonctions qui sont ressorties comme étant déficitaires comparativement à notre groupe et significatives. Donc ça, c'était la première méta-analyse. On a ensuite réalisé une deuxième méta-analyse pour vérifier l'impact de la maltraitance sur la cognition, mais dans un contexte de troubles psychiatriques. Donc, je vous explique de façon plus précise. Ici, beaucoup moins d'études. Donc, vraiment, 12 études publiées, là, c'est vraiment pas beaucoup là, quand on s'intéresse à comprendre ces phénomènes-là. Donc, ici, on a comparé la performance, encore une fois, de deux groupes, mais qui sont différents de tout à l'heure. Donc, le premier groupe ici, c'est un groupe qui est exposé à une histoire de maltraitance, mais qui aussi, donc on a un trouble comorbide de problématiques en santé mentale. Les troubles, les principalement rapportés, ce sont le trouble de stress post-traumatique, dans ce cas-ci, dans cette méta-analyse-là. Et on a un groupe de contrôle sain avec lequel on compare la performance. Et ce qu'on a observé, c'est que la taille des faits, donc toute l'importance de la différence entre les deux groupes, lorsqu'on a une combinaison ici, à la fois de vécu maltraitance, mais aussi d'une problématique en santé mentale, je le disais tout à l'heure, que le fait d'avoir une problématique en santé mentale, c'est associé à des difficultés cognitives. Donc, on a obtenu une taille d'effet modérée, un peu plus importante que tout à l'heure à la première méta-analyse, mais donc une taille d'effet qui est modérée, donc qui est à considérer. Donc, ici, de façon un peu plus précise, le profil neuropsychologique, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des altérations dans différents domaines qui sont significatives avec des tailles d'effet qui sont quand même tout près d'être fortes pour certaines. Donc, les fonctions exécutives, c'est affecté quand on a des problématiques en santé mentale avec un vécu de maltraitance, quand même, c'est une taille d'effet forte. Ça, ici, les fonctions exécutives, c'est aussi sous-tendu par le cortex préfrontal qu'on a parlé tout à l'heure. La mémoire épisodique verbale, c'est sous-tendu par des structures hippocampiques, qu'on a parlé tout à l'heure aussi, qui sont affectées dans l'axe HPA. Fonction visuo-spatiale, intelligence qui revient souvent, et les processus attentionnels. Par rapport à l'autre méta-analyse de celle-ci, il y a un constat qui émerge dans la littérature. Il y a vraiment très peu, parce qu'ici, c'est vraiment, comme je disais, les résultats plus généraux. Dans nos méta-analyses, on est allé de façon plus spécifique, vous pourrez les consulter, mais ce qui ressort comme constat chez les adolescents, c'est qu'il y a très peu d'études. Dans la première méta-analyse, il y avait seulement 6 études dans les 52 là, qui étaient comprises, donc très peu d'études. Les études s'intéressent principalement à l'intelligence. Dans le cadre de cette méta-analyse-là, il y avait très peu d'études également et on s'intéressait particulièrement à la mémoire épisodique visuelle, aux fonctions exécutives et à l'intelligence qui sont souvent mesurées. Et dans le cadre d'une dernière méta-analyse, c'est la troisième, c'est notre petit dernier qu'on pourrait dire qui a été publié il y a 2 semaines, où on s'intéresse à voir les déficits cognitifs transdiagnostiques. Donc, peu importe la problématique en santé mentale, quel est l'effet de la maltraitance? Donc, ici, le devis est un peu différent. C'est toujours des devis qui sont complémentaires, qui vont nous permettre d'avoir un portrait général, vous allez voir juste après. Ici, il y avait 17 études. On a comparé la performance à 2 groupes, mais dans les 2 groupes, les gens souffraient de la même problématique en santé mentale. Par exemple, troubles psychotiques dans les 2 cas. Et dans un seul groupe, les gens ont vécu aussi un passé de maltraitance. Donc, ici, ça permettait d'un peu mieux comprendre l'impact, je ne dirais pas de façon isolée parce qu'on ne peut pas vraiment l'isoler, mais de la maltraitance dans un contexte plus général de maladie, donc qui est en développement de troubles mentaux. Et ce qu'on a observé, c'est une taille d'effet qui est considérée faible, donc de moins 0,25 pour les personnes, encore une fois, qui ont vécu de la maltraitance. Ce que ça veut dire, c'est que c'est faible, oui, mais c'est qu'à la base, les 2 groupes présentent déjà des altérations neuropsychologiques. L'idée, c'est quasiment un effet plancher qu'on pourrait dire, donc ils présentent déjà des difficultés, fait que de voir la différence, c'est une différence qui est plus petite, mais qui est attribuable au fait d'avoir eu ce passé-là de maltraitance. Donc, ce qui ressort de cette méta-analyse-là aussi, c'est qu'on voit encore une fois des problématiques, des problèmes de la mémoire de travail qui ressortent, qui est très en lien avec leur cortex préfrontal dont on a parlé tout à l'heure.
Mémoire épisodique verbale, les structures hippocampiques qui sont sollicitées, l'intelligence et la vitesse. Donc, de façon générale, si on fait un résumé de ce qui ressort des 3 différentes méta-analyses dans lesquelles on a pris le temps de bien comprendre l'effet de la maltraitance, il y a quand même trois domaines cognitifs qui ressortent à chaque fois et qui, pour moi, veulent dire qu'ils sont importants à considérer lorsqu'on travaille avec cette population-là. Qu'elle ait ou pas une problématique en santé mentale, parce que parfois, elles peuvent en avoir, elles ne sont juste pas diagnostiquées. Donc, la mémoire de travail, structure frontale, mémoire épisodique verbale, les structures hippocampiques et l'intelligence. Donc, vraiment, comme neuropsychologue clinicien, comme intervenant, ce sont vraiment des domaines pour lesquels on devrait porter attention. Et même lorsqu'on fait des interventions auprès de ces personnes-là, il faut considérer qu'elles peuvent avoir de la difficulté à retenir des consignes, qu'elles peuvent avoir de la difficulté à suivre le cours d'une conversation, des consignes toutes simples. Donc ça, c'est à considérer quand on fait des traitements, de la thérapie, peu importe le genre. La mémoire épisodique, c'est une mémoire qui est nécessaire, qui est extrêmement importante pour les apprentissages scolaires, parce que c'est la capacité qui nous permet d'apprendre par cœur, qui est très sollicité là, à l'école. Donc, c'est un domaine qui est important à considérer. Et l'intelligence, qui est un peu un fonctionnement général, donc un indice de fonctionnement et de raisonnement. Donc, ces 3 méta-analyses-là montrent l'importance, dans un premier temps, d'évaluer le fonctionnement neuropsychologique, montrent aussi qu'il y a très peu d'études qui ont été faites avec les adolescents. Vraiment, la majorité, c'est surtout, la majorité des études sont surtout réalisées auprès des enfants. Et donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai réalisé une étude au Centre jeunesse de Québec, Chaudière-Appalaches également, pour comprendre les différents facteurs de risque, facteurs de protection, au point de vue neuropsychologique et au point de vue clinique, donc différents symptômes cliniques, pour guider les interventions. C'est un projet de recherche qui vient de terminer. Donc, je vais vous présenter là, quelques résultats préliminaires. Donc, 39 jeunes entre 12 et 17 ans qui ont été recrutés au Centre jeunesse de Québec, Centre jeunesse Chaudière-Appalaches, dont la performance a été comparée à un groupe contrôle. Donc, on a nos 2 groupes ici. Les jeunes du Centre jeunesse devaient avoir vécu la maltraitance. Et on avait certains critères d'exclusion, par exemple, au niveau des maladies qui peuvent amener des problématiques au niveau du cerveau, donc des déficits cognitifs importants. On avait 3 rencontres d'évaluation, donc je vous passe les détails, mais de façon générale, c'est qu'on a regardé le fonctionnement clinique. Après ça, toute une bonne batterie d'évaluation neuropsychologique. Les résultats, donc, les jeunes sont âgés principalement de 15 ans, un peu plus de filles que de garçons, avec une scolarité donc de 8 ans. Avec un QI global de 88. 88, c'est près d'un écart type en bas de la moyenne. Donc, de façon générale, les jeunes du centre jeunesse qu'on a vu présentent déjà un QI qui est quand même plus faible que la population générale. C'est pas qu'ils sont moins intelligents, c'est qu'ils ont des structures, des processus cognitifs qui sont considérés dans le QI, par exemple la mémoire de travail, la vitesse de traitement, qui amènent ces difficultés-là. Donc, c'est important de le voir comme ça. Et au niveau des diagnostics, la plupart des jeunes, presque 75% de l'échantillon avaient un diagnostic de TDAH. Donc, et la plupart des jeunes, je ne me souviens plus du nombre exact, avaient au moins 2 à 3 diagnostics aussi. Là. Donc, c'est quand même des jeunes qui ont des problématiques importantes, qui sont à risque aussi de développer d'autres troubles. Donc, les résultats, donc l'âge au premier signalement, 4 ans, nombre de signalements quand même 5, type de maltraitance au moins 2, et quand même quelques placements. Et donc, au niveau du profil neuropsychologique, je vous présente ici les résultats donc, pour différentes variables. Donc, on s'est intéressé à la vitesse de traitement. On a vu, hein, c'est souvent déficitaire dans les méta-analyses, des processus attentionnels, des processus de mémoire de travail. On a vu aussi toute l'importance, la mémoire épisodique et des habiletés visuospatiales et ici les fonctions exécutives. Donc, ce qu'on observe dans un premier temps, bien, je peux peut-être vous dire le punch tout de suite, c'est que au niveau du fonctionnement neuropsychologique, il y a des différences significatives importantes pour toutes les variables, sauf 2, donc au niveau de l'attention. Donc, c'est les 2 seules variables. Fait que sinon, les jeunes en centre jeunesse présentent des altérations cognitives sur presque toutes les variables. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'ici, c'est un score T. Un score T dans lequel la moyenne est 50.
Ce qui s'est passé, c'est que les contrôles ont des moyennes un peu plus élevées. Et donc, ce n'est pas une performance qu'on pourrait dire déficitaire quand on est neuropsychologue et qu'on regarde la performance, mais il présente quand même des difficultés qui sont significatives lorsqu'on les compare à un groupe contrôle du même âge. Donc, voilà. Donc, au niveau de la mémoire de travail, c'est bien que la plupart des fonctions cognitives étaient touchées. Quand même, au niveau de la mémoire de travail, la mémoire visuelle, c'était les fonctions quand même les plus touchées. Au niveau de l'attention, non, il n'y a pas de différence. Mémoire verbale, inhibition, c'est comme si on pourrait dire que ce serait des forces, mais c'était quand même affecté. Donc, la conclusion de cette étude-là, c'est qu'il y a des difficultés cognitives chez les jeunes, donc chez les adolescents. C'est une étude de plus qui va pouvoir le confirmer. Qu'il y a plusieurs processus qui sont atteints, mais la mémoire de travail, la mémoire épisodique, donc c'est vraiment encore une fois les domaines cognitifs qui sont en lien avec l'axe HPA dont j'ai parlé tout à l'heure. Processus un peu moins atteints, mais pour lesquels on a quand même des différences significatives, donc c'est à considérer. Donc, premier constat, il faut en tenir compte. Puis les jeunes, c'est pas juste dans la littérature, ailleurs, partout dans le monde, les jeunes au Québec, à Québec particulièrement, présentent ces altérations-là. L'étude qu'on a réalisée, que je viens de vous présenter, c'est une étude transversale. Donc, on a pris une mesure, on a comparé la performance. Bon, ça nous donne une idée du fonctionnement, une photo prise à un moment donné. Maintenant, la question, c'est quelle est l'évolution? Comment ces jeunes-là, si on les mesure à chaque année, on prend le même protocole, comment ils évoluent? Il n'y a pas beaucoup de réponses actuellement dans la littérature par rapport à ça. Et c'est un projet que je suis en train de mettre en place avec Mathilde Turcotte, que vous connaissez bien ici. Où on essaie de comprendre l'évolution des jeunes au centre jeunesse. Et donc, il y a ce constat-là au niveau des difficultés. On se demande comment ça évolue à travers le temps. Mais de toute façon, l'autre constat aussi, c'est qu'on se dit qu'il faut faire quelque chose. Il faut essayer de développer des interventions qui vont soit cibler la cognition ou soit considérer la cognition lorsque vous apportez des interventions. Donc, dans ce contexte-là, il y a ce qu'on appelle des interventions qui misent sur les forces et les faiblesses cognitives, et c'est la remédiation cognitive dont je vais vous parler. Il y a de l'intérêt parce que le cerveau peut se réorganiser. Le cerveau peut se réorganiser, créer de nouvelles connexions par force d'apprentissage, et donc c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Donc, il y a de l'espoir pour améliorer le fonctionnement cognitif, et parmi les interventions qui peuvent potentialiser la plasticité cérébrale, il y a la remédiation cognitive dont je vais vous parler. Donc, quelles sont les conditions gagnantes? Oui, pour développer ce genre d'intervention-là, particulièrement au niveau de la clientèle en centre jeunesse. Donc, la remédiation cognitive, c'est un entraînement qu'on appelle comportemental, qui a pour objectif d'améliorer les processus cognitifs. Processus cognitifs qu'on a parlé tout à l'heure, mémoire de travail, mémoire épisodique, les fonctions exécutives. Aussi la métacognition. La métacognition qui est la capacité de prendre conscience de ses forces et ses faiblesses au niveau cognitif. Une fois qu'on a compris, par exemple, qu'on a de la difficulté à s'organiser pour dire quelque chose, bien souvent, on va mettre en place des stratégies, puis on va essayer de s'organiser pour pallier, compenser à ces difficultés-là. La cognition sociale, c'est la capacité à comprendre l'état mental des autres. Ça nous permet, lorsqu'on a une bonne cognition sociale, bien de s'adapter, de donner des bonnes réponses dans le bon contexte. Donc, c'est des interventions qui visent ces aspects-là de façon plus spécifique. Et un aspect important aussi, c'est que lorsqu'on effectue de la remédiation, on vise la durabilité et la généralisation. Donc, on souhaite améliorer, oui, le fonctionnement cognitif, mais via souvent l'apprentissage de stratégies. Donc, on veut apprendre à la personne à mettre en place des stratégies pour continuer à s'améliorer, développer des moyens de compensation. Et on veut aussi que ça se généralise au quotidien, pas seulement dans le contexte de thérapie, mais on veut qu'il y ait du transfert dans la vie quotidienne sur les aspects qui sont travaillés en thérapie. Dans la littérature, chez les adultes, il y a vraiment beaucoup de méta-analyses qui ont été publiées puis qui ont montré l'efficacité de la remédiation cognitive pour améliorer la cognition, pour améliorer le fonctionnement social, l'insertion socio-professionnelle. Par exemple, dans les troubles psychotiques, c'est une population que je connais bien. Lorsqu'on combine des approches de soutien à l'emploi, par exemple, avec la remédiation cognitive, comparativement au soutien à l'emploi seul, ce qu'on observe, c'est que les personnes qui ont bénéficié de la remédiation travaillent plus longtemps, gagnent plus d'argent. Donc, on a des études qui ont montré ça dans la littérature, et que les bénéfices demeurent. Mais il n'y a pas de méta-analyse actuellement qui a évalué les bénéfices chez les adolescents. Donc, vous me voyez venir.
on était en cours de préparation d'une méta-analyse pour évaluer l'effet de la remédiation cognitive chez les adolescents qui présentent des problématiques en santé mentale. On a parti quand même de 2745 articles pour tomber à 6 articles. C'est toujours un bon processus de recherche. 6 articles qui ont évalué l'effet de la remédiation cognitive. Donc, dans la littérature générale, c'est pas beaucoup, c'est très nouveau. Donc, 6 études, les troubles mentaux chez les adolescents pour lesquels il y a eu ces interventions-là, particulièrement le TDAH. Troubles psychotiques, parce qu'on sait que les troubles psychotiques, le fait d'avoir des déficits cognitifs, ça peut être un précurseur vers le développement de ce trouble mental-là. Il y a des études qui vont en ce sens-là. Et différents autres troubles. Au niveau des tailles d'effet, ce qu'on obtient par rapport à l'effet sur la cognition, on obtient un effet d'une taille d'effet de 0,35. Donc, une taille d'effet qui est considérée entre faible à modérée pour améliorer la cognition. Donc, c'est quand même intéressant parce que c'est quand même pas facile de faire bouger la cognition. Donc, ça ici, c'est les différentes études qui ont été comprises. Comme on avait seulement 6 études, on n'a pas pu nécessairement aller voir l'impact ou l'effet sur différents domaines cognitifs. Ça a été vraiment fun, mais là, avec 6 études, un peu dangereux d'y aller en ce sens-là au niveau statistique. Donc, ce qu'on a fait, on est allé avec des interprétations un peu plus qualitatives et on a regardé les effets. Donc, il y avait des effets intéressants au niveau de la mémoire de travail et de la mémoire épisodique. Les effets semblaient durer, mais avec un effet quand même plus mitigé qui dépendait des études au niveau des symptômes cliniques. Ce n'est pas la visée première de la remédiation, mais parfois par la bande, ça finit par avoir des effets. Et le fonctionnement social. Donc, il y a des effets bénéfiques, oui, mais on s'aperçoit encore une fois qu'il manque d'études chez les adolescents. Ce qui a amené le prochain constat, encore un autre constat, donc comme quoi, en regardant la littérature, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'études qui ont évalué l'effet de la remédiation cognitive chez les adolescents dans un contexte de protection de la jeunesse. Donc, l'objectif d'une étude que j'ai réalisée dernièrement, du projet IRCAJAR, c'est d'évaluer la faisabilité. Parce que dans un premier temps, on regarde est-ce que les jeunes ils viennent aux rencontres de thérapie, est-ce qu'ils aiment ça? Bon, on n'est pas vraiment dans un contexte d'efficacité nécessairement tout de suite. Et on voulait regarder donc la faisabilité de le faire dans ce contexte-là, qui est quand même plus particulier, et l'acceptabilité. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai utilisé le programme Circuit. Circuit qui a été développé initialement pour les adultes qui présentent un trouble psychiatrique comme la schizophrénie. Et c'est l'équipe de Tilwax et Claire Reader à King's College London qui a développé ce programme-là. Donc, j'ai travaillé avec cette équipe-là pendant 1 an à Londres. Et lorsque je suis revenue, après mon internat, je trouvais que c'était super intéressant. Donc, je l'ai traduit et adapté au Québec. J'ai fait 2 versions. Donc, une pour les adolescents et une pour les jeunes adultes. Donc, en gros, c'est quoi? C'est un programme informatisé. On vise habituellement 3 séances par semaine. Ça peut être plus, ça peut être moins. L'idée ici, c'est qu'on enseigne des stratégies. On enseigne des façons de faire pour essayer d'améliorer le fonctionnement cognitif puis bien résoudre des problèmes. Donc, c'est un des objectifs clés. C'est individualisé. On s'adapte en fonction du niveau de difficulté de la personne, en fonction de ses objectifs aussi. Il y a des tâches qui sont un petit peu plus abstraites, par exemple, qui sont plus au niveau d'améliorer l'attention, et d'autres qui sont plus écologiques, par exemple, planifier une journée, planifier un voyage, organiser un CV, donc des tâches qui sont proches de la vie quotidienne des jeunes. Et ce programme-là vise différentes fonctions cognitives, donc l'attention, mémoire de travail, mémoire épisodique, métacognition. Donc, ça ici, c'est l'interface qui a été développée par l'équipe de Londres. Donc, on voit, c'est un village dans lequel il y a différents édifices. Vous allez me dire qu'il y a peut-être un côté un peu plus anglais, hein, les stations de train, tout ça. Donc, oui, on effectue, en cliquant sur différents édifices, on effectue des activités cognitives. Par exemple, ici, la station de train, bien, on a des activités cognitives qui sont proposées pour planifier un prochain voyage. Donc, comment tu organises ça? Donc, c'est tous les aspects des fonctions exécutives qu'on essaie de développer, montrer des bonnes façons de faire pour résoudre des problèmes. Puis, on a donc, de façon générale, on a toujours une petite mise en situation. Et on essaie d'avoir des activités qui sont proches des jeunes. Donc ici, il faut essayer de retirer de l'information pertinente parce que c'est dur à tout retenir. C'est un peu en lien avec la mémoire de travail. Et on dit, ben, tu as reçu cette lettre-là, ben, texte juste les informations pertinentes à ton ligne. Donc, ça permet d'apprendre que quand on lit un texte, lorsqu'on a des informations importantes à retenir, on ne peut pas retenir tout, mais c'est un peu puis de favoriser par la pratique, donc ces habiletés-là.
Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'avant de commencer l'activité, il y a toujours une prise de conscience. Donc, on s'arrête, on se questionne. Ça, c'est la métacognition dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, est-ce que ça va être difficile, cette tâche-là? Donc, on regarde ça, bon, je l'ai déjà faite, cette tâche-là, oui, non. On va juger entre 1 et 5, par exemple. Et la durée de la tâche. Donc, est-ce que ça va me prendre beaucoup de temps? Est-ce que c'est difficile pour moi? Est-ce que si je m'en mes stratégies, est-ce que, donc, c'est ça, il faut que je prévoie plus de temps ou pas? Donc, on fait ça avant de commencer la tâche. Ensuite, le programme propose des stratégies qui sont basées sur les meilleures pratiques en termes d'intervention. Donc, ici, on propose des stratégies. On peut cliquer sur les petits icônes. Puis là, il y a toute une explication de comment utiliser la stratégie de façon optimale. Et à la fin, bien, il y a toujours un retour sur la performance. Par exemple, ça ici, bien, on voit, bien là, vous voyez pour l'illustration, que moi, je suis allée un peu rapidement. Donc, je n'ai pas eu une bonne performance. Donc, 0%. Ce qu'on a remarqué avec les adolescents lorsqu'on a fait l'étude, c'est que c'est extrêmement important cet aspect-là pour les adolescents, la réussite, un peu l'aspect de compétition. La difficulté de la tâche, on revient. Est-ce que finalement c'était facile ou difficile? Est-ce que ça m'a pris plus de temps ou moins de temps? Puis on regarde l'utilisation des stratégies et on discute du transfert. Comment on va faire pour utiliser les stratégies qu'on a développées là dans la vie quotidienne? Et il y a plusieurs autres activités qui sont proposées. Par exemple, la gestion de l'horaire. Donc, on a plusieurs stratégies qui sont proposées. Comment on fait ça, gérer un horaire? Établir des priorités dans un premier temps, des tâches spécifiques au bon moment. Donc, on fait facilement le lien avec l'utilisation du téléphone, l'utilisation des horaires. On pratique ça avec les jeunes. Et se retrouver sur une carte. Donc, on fait facilement le lien aussi en développant des stratégies de rotation mentale, de se retrouver un peu plus facilement. Le rôle du thérapeute, dans ce contexte-là, on fixe des objectifs personnalisés. Oui, ça ressemble un peu à un coach, là. On ne s'habille pas de même. Mais l'idée, c'est plus d'assurer un soutien, donc de développer des objectifs personnels. Par exemple, des jeunes qu'on a vus au centre jeunesse, c'était d'améliorer les stratégies d'études. Donc, on y allait comme ça, fait que c'est personnalisé, puis on fait les activités pour essayer d'améliorer, développer des stratégies nécessaires pour atteindre cet objectif-là. On utilise bien évidemment un peu d'humour, on peut parler de soi aussi, puis ça facilite le transfert. C'est vraiment pour ça que le thérapeute est là. Et ça m'amène à vous parler d'une étude que j'ai réalisée à Québec, dans laquelle on a voulu utiliser le programme Circuit, puis voir un peu est-ce que c'est acceptable ça, est-ce que c'est faisable. Donc, on a commencé la thérapie, donc on fait une évaluation pré-traitement, on a offert la thérapie, une évaluation post-thérapie, et 3 mois plus tard, on a eu 10 références. Sur ça, rapidement, il y a 3 jeunes qui étaient difficiles à rejoindre. Donc, vous savez un peu là, le genre de difficultés des fois qu'on peut avoir. Donc, c'est ça. Fait que finalement, il y en a 7 qui ont participé au projet. Il y en a un qui, rapidement, après la première séance, s'est aperçu que c'était pas pour lui. C'était pas le genre d'affaire qui l'intéressait, puis c'est correct. Puis un autre qui a dû déménager entre-temps. Donc, sinon, pour les autres, ils ont tous terminé la thérapie. Ensuite, pour l'évaluation, à la fin, on a pu évaluer les bénéfices là, pour certains participants. C'est ça. Puis dans le fond, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les participants qui ont complété la thérapie ont aimé la thérapie, ils ont trouvé ça intéressant. Mais nous, ça nous a amené à nous questionner aussi, à se dire, est-ce qu'on fait le maximum pour favoriser l'engagement dans un contexte de jeunes qui peuvent avoir certaines difficultés à ce niveau-là aussi. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a regardé la littérature, puis on a regardé, donc dans le domaine de la psychologie de l'éducation, certains facteurs qui favorisent la participation des jeunes à l'école, donc pour favoriser les apprentissages. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a repris les différents items qui ressortaient, puis on a essayé de comprendre dans quelle mesure les facteurs liés à la thérapie et au programme pouvaient favoriser l'engagement par rapport à ce qu'on connaît dans la littérature sur l'engagement des jeunes dans le processus scolaire. Donc, et voilà. Et on a regardé pour chacun des aspects. Et oui, les objectifs, on en mettait, on favorisait l'autonomie, faire des liens avec la vie quotidienne pour le transfert. Donc, voilà, fait que la plupart étaient tous là. Donc, le programme Circuit aussi, le fait d'utiliser la technologie, c'est vraiment un plus avec les jeunes. J'imagine que je ne vous apprends rien non plus, mais ça a beaucoup facilité l'adhésion. Donc, voilà. Ce qu'on a conclu par rapport à cette première étude-là, parce qu'on n'avait aucune donnée dans la littérature, c'est que le programme semble acceptable par les jeunes, ils semblent l'apprécier, donc ça, c'est positif.
Il y a des facteurs aussi donc, qui favorisent l'engagement, autant par le programme, par le genre de thérapie, là, le fait de fixer des objectifs personnalisés, favoriser l'autonomie, tout ça. Et les enjeux reliés à la clientèle, c'est plus le fait que des fois, bien, ils ont à déménager, ils changent de milieu. Ça, c'est à considérer. Donc, par rapport aux prochaines études, ça peut être de considérer particulièrement la durée de l'intervention, donc pour la rendre plus réaliste. Et on avait pris des commentaires de certains jeunes aussi. Vous pourrez constater que le plus important est probablement celui-là, c'est chill. Donc, ça, pour moi, je trouvais que c'était une belle réussite d'avoir eu ces commentaires-là. Ils trouvent les tâches cool, fait que ça, c'est intéressant. Puis donc, c'est ça, ça semblait passer vite. C'est impressionnant de voir l'intérêt, parce qu'il y avait l'impression d'aller un peu à un gym pour leur cerveau. Je trouvais ça intéressant. Donc, puis on parle moins des difficultés, mais plus des objectifs à réaliser dans le cadre des projets de vie. Donc, ça peut être intéressant pour certaines personnes, pas nécessairement pour toutes les personnes. Et donc, voilà, ça faisait des liens avec la vie quotidienne. Éventuellement, si c'est des idées que vous avez développé ce genre de programme-là, moi, je me dis peut-être que ça peut être intéressant de faire ça en groupe. Donc, là, on peut bénéficier de l'expérience des jeunes, les pairs, comment eux, ils appliquent les stratégies. Donc, ça, je pense que la littérature s'en va vers là aussi. Puis la clientèle, c'est beaucoup plus facile de recruter des jeunes dans le cadre qui sont dans des centres de réadaptation. S'assurer de la disponibilité aussi, donc c'est ce qu'on a appris. Bon, ça a comme arrivé vite un peu. Donc, bref, c'était un peu ma conclusion par rapport à cette étude-là de faisabilité, pour laquelle je suis en train de démarrer une nouvelle étude actuellement, mais une étude randomisée contrôlée, où là, on va vraiment vouloir vérifier les effets de la thérapie, parce qu'on a fait des études de cas, on a regardé, il y a des jeunes qui se sont améliorés, il y a des belles améliorations, mais ce n'était pas l'objectif initial de l'étude, c'était plus la faisabilité et l'acceptabilité. Et donc, ça nous amène à notre dernière question. Donc, qu'est-ce que la trousse cerveau? C'est fini, donc vous allez en entendre parler tout de suite. Donc, le suspense est terminé. Ce pourquoi on a développé cette trousse-là, c'est parce que suite à la publication des 2 méta-analyses, on a réalisé, mon équipe, avec discussion avec certaines personnes au CIUS de la capitale nationale, on se disait, bien, il y a des altérations, il y a des difficultés. Il faut le dire, il faut que les intervenants, les différentes personnes qui gravitent auprès des jeunes soient au courant de ça. Et donc, c'est dans cette optique-là. Puis aussi, on se disait, bien, c'est important le repérage. Donc, le repérage des jeunes qui pourraient présenter des difficultés, par exemple, des difficultés de planification, organisation, mais qui peut être vu comme un manque de motivation, dire, ben là, toi, tu es tout le temps tard, des choses comme ça. L'idée d'amener un peu une hypothèse alternative, dire, ça peut peut-être être expliqué par d'autres choses. Donc, favoriser le repérage par une prise en charge précoce, parce qu'on sait que c'est important pour la mise en place d'interventions. Puis on s'est aperçu aussi qu'il n'y avait pas beaucoup d'outils vulgarisés qui expliquaient c'est quoi le fonctionnement cognitif, puis aussi le genre de stratégie qu'on peut mettre en place. Donc, les 2 objectifs, renseigner les intervenants, puis favoriser le repérage des jeunes en centre jeunesse par une meilleure connaissance. Donc, c'est ce qui nous a amené, mon équipe de recherche, en collaboration avec le CIUS de la capitale nationale, à développer une trousse, la trousse cerveau. Donc, je n'ai jamais fait de présentation Tupperware, mais ça pourrait peut-être ressembler un peu à ça, là, c'est comme si c'est les mains. Donc, bref, c'est ça, on les a en format papier par format PDF aussi. Je vais vous les expliquer rapidement, ils sont actuellement disponibles. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir me voir aussi à la fin, ça va me faire plaisir. Donc, 2 volets. En gros, je vous explique quand même comment ça a été créé, parce que l'idée pour moi, c'était pas de développer une trousse juste avec mes manuels en neuropsy, puis de dire, tu sais, voilà, la connaissance c'est comme ça, c'est tout, mais d'avoir le regard de la clientèle, le regard des intervenants, des jeunes aussi. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu une collaboration importante avec la DEAU au Centre jeunesse, au CIUS de la capitale nationale, site du Centre jeunesse de Québec. Un projet qui a été coordonné par mon équipe de recherche et développé aussi par des étudiantes au doctorat, des étudiantes qui sont en formation dans la concentration en neuropsychologie à l'Université Laval, qui sont mes étudiantes, mais aussi mes auxiliaires de recherche, pour les aspects scientifiques et cliniques. Donc, on a parti de ce principe-là. Et on a travaillé vraiment en étroite collaboration avec Geneviève Dufour à la DEAU à chacune des étapes, qui a validé toujours ce qu'on faisait pour s'assurer que ce soit bien compréhensible. Donc, on a travaillé ensemble. Geneviève a souvent modifié nos documents pour s'assurer que tout était correct. Puis après ça, on s'est dit, on va faire un groupe de discussion. On fait un groupe de discussion pour s'assurer de la convivialité, puis pour s'assurer que les intervenants qui vont utiliser la trousse puissent la trouver intéressante puis à leur goût. Donc, on a invité différents spécialistes, des psychologues, des spécialistes en activité clinique, travailleurs sociaux, médecins. Donc, on a fait le focus group, on a recueilli les commentaires, on a ajusté notre trousse.
Puis par la suite, pour nous, ce qui était aussi le plus important, c'était de s'assurer qu'elle soit compréhensible pour les jeunes. Donc, il y a deux adolescents qui ont pris la trousse, sont allés avec ça, ils ont tout regardé et nous ont formulé des commentaires. Donc, par rapport à la compréhension des termes qui n'étaient pas clairs, tout ça. Donc, le volet théorique, c'est un peu comme ça que ça a été créé. Dans le volet théorique, il est destiné principalement à des professionnels qui travaillent auprès des adolescents, puis des jeunes adultes. Les populations, donc clientèle, jeunesse et adultes, puis aussi les proches. La visée donc de repérage, comme je le disais tout à l'heure, stimuler l'intérêt aussi pour le fonctionnement du cerveau. Compte tenu qu'on sait qu'il y a des altérations, bien, peut être intéressant de s'y intéresser. Donc, pour le fonctionnement du cerveau, puis accompagner la clientèle aussi, qui peut avoir des questions sur c'est quoi la mémoire de travail, comment ça se fait que j'ai de la difficulté à planifier, pourquoi moi je ne suis pas bon à l'école, j'ai de la difficulté à apprendre, bien, tout ça a des noms. Tout ça s'explique. Et donc, c'est pour accompagner la clientèle aussi. Donc, le volet théorique, on a la définition des grands domaines. Par exemple, ça, c'est ce qui est présent dans le volet théorique. Donc, on explique les structures cérébrales et on explique aussi donc, les différentes fonctions cognitives qui sont reliées, qui sont sous-tendues par diverses régions du cerveau. Évidemment, le cerveau travaille en connexion, donc il n'y a pas juste une fonction qui est sous-tendue juste par une région, mais de façon générale, on a expliqué toutes les fonctions ici. On a expliqué aussi les habitudes de vie, donc le lien entre les processus cognitifs, le fait d'avoir des difficultés de concentration, comment ça peut se manifester lorsqu'on étudie, par exemple, lorsqu'on a à se préparer pour un examen. Les facteurs de risque et de protection. Par exemple, des facteurs de risque, le fait d'avoir eu un AVC ou un accident d'auto, ça amène des altérations neurobiologiques, évidemment. Donc, on va parler de ces aspects-là. De protection, des bonnes habitudes de vie, faire de l'exercice, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place relativement facilement pour améliorer la santé de notre cerveau. Les conséquences possibles des difficultés neuropsychologiques, qu'est-ce que ça peut entraîner dans le quotidien? Puis on explique aussi que le cerveau, c'est un peu une pâte à modeler. Donc, je parlais de plasticité cérébrale, on peut améliorer le fonctionnement cognitif. Donc, c'est tous des aspects qui sont repris dans la trousse. Donc, ici, on a repris un modèle qui peut faire du sens pour certains cliniciens. C'est une ancienne version du modèle, une version plus récente, mais je trouvais que celle-là était pertinente. Donc, l'idée, c'est qu'on veut montrer qu'il y a différents facteurs qui interviennent pour expliquer les habitudes de vie. Donc, par exemple, le fait d'être capable d'étudier un examen, de bien fonctionner au travail, c'est pas nécessairement parce qu'on ne veut pas. C'est qu'il y a différents facteurs qui peuvent expliquer ça. Donc, les facteurs personnels, je parlais tout à l'heure d'un AVC, un traumatisme crânien, qui sont des facteurs neurobiologiques, des aptitudes. Le fait d'avoir des difficultés cognitives, ça peut, en interaction avec d'autres facteurs, amener ces difficultés à réaliser les habitudes de vie. Des facteurs environnementaux, par exemple, le fait d'avoir des pairs qui consomment, donc ça peut nous amener à consommer de la drogue, et ça peut évidemment des facteurs de risque, et il y a certains facteurs de protection dont je vous parlais, par exemple l'exercice, les bonnes habitudes de vie. Ça, c'est pour le volet théorique. Maintenant, pour le volet clinique, on reprend évidemment, parce qu'ils sont quand même séparés, là, les deux trousses, les grands domaines cognitifs. Mais ici, la façon dont ça fonctionne, c'est beaucoup plus pratique. Cette trousse-là peut être utilisée avec le jeune pour mieux comprendre la nature des difficultés. Donc, par exemple, la façon dont la trousse est construite, c'est comme un processus cognitif, une vignette. Par exemple, ici, je vous présente la vignette sur la mémoire de travail. On explique, Antoine, il présente des difficultés de la mémoire de travail. On montre des exemples de ces altérations-là. Par exemple, avoir de la difficulté à apprendre des nouvelles choses, à retenir les consignes, faire des problèmes mathématiques. Donc, comment ça peut se manifester? Et des stratégies qui peuvent être enseignées aussi, des stratégies plus de premier niveau, là, on s'entend, basées sur la littérature. Donc, par exemple, répéter la même information, on appelle ça de l'auto-répétition. Demander à un professeur ou à des proches de dire une deuxième fois la consigne, parce que des fois les jeunes n'osent pas, mais ça peut être une façon de faire pour compenser les difficultés. Écrire, simplifier des consignes, je vous montrais l'exemple tout à l'heure du téléphone, texter des informations pertinentes, mais c'est un peu le principe ici aussi. Donc, on reprend certaines stratégies. Donc, on peut présenter la trousse, on peut demander premièrement s'il est intéressé, le jeune, à avoir des informations sur le fonctionnement neuropsychologique. On peut aussi dédramatiser et expliquer que nous aussi, par exemple, dans mon cas, là, si je l'utilise en clinique, je veux dire que moi, si je n'ai pas d'agenda, et c'est absolument vrai, là, je ne peux pas fonctionner, il va être en retard partout, puis ça ne fonctionnera pas. Donc, on peut s'utiliser au besoin.
L'idée aussi, c'est de sensibiliser les jeunes pour leur expliquer qu'on peut utiliser des stratégies, mais qu'aussi on peut mettre en place des facteurs de protection comme l'activité physique ou des bonnes habitudes de vie, comme je parlais tout à l'heure. On parle aussi de l'effet des drogues sur le fonctionnement du cerveau. Donc ça, c'est les intervenants qu'on avait rencontrés dans le focus group qui ont mis vraiment l'accent là-dessus, parce que ça peut être pertinent par rapport à la clientèle. Il faut retenir aussi qu'il n'y a pas de méthode d'intervention unique. On propose des stratégies, c'est des stratégies que je considère de premier niveau d'intervention, qui peuvent être plus facilement applicables. Mais évidemment, lorsqu'il y a des difficultés qui persistent, c'est plus compliqué, on met en place certaines stratégies. Le problème, c'est que ça peut être expliqué par quelque chose d'autre, par un autre processus cognitif, on n'intervient pas à la bonne place. Mais à ce moment-là, ça serait important donc de référer un professionnel qualifié pour faire une évaluation ou faire le traitement éventuellement aussi. Mais l'objectif, c'est quand même de repérer les jeunes qui souvent, nous comme commentaires, ce qu'on avait, vont se dire « moi je suis pas intelligent » ou « je suis pas mal moins intelligent ». Ben tu sais, ça peut à un moment donné affecter l'estime de soi, de penser comme ça aussi, puis c'est un peu de voir autrement. Donc, mine de rien, on a répondu aux 3 questions dans le cadre de la présentation. Donc, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est assez clair avec les différentes analyses que je vous ai proposées, d'autres études qui sont disponibles dans les écrits scientifiques aussi, que les jeunes qui ont vécu de l'adversité extrême, comme la maltraitance, présentent des difficultés cognitives. Je pense que ça, c'est un des constats importants. C'est important aussi, donc, d'évaluer les jeunes qui ont vécu, qui ont ce passé-là au niveau de la maltraitance, mais qui présentent des problématiques en santé mentale aussi parce qu'ils sont susceptibles de présenter des altérations. Bien, de les évaluer, puis d'offrir des interventions au besoin. L'idée, au moins, de ma présentation aujourd'hui, c'est de sensibiliser à ces aspects-là et que l'acquisition sur le fonctionnement neuropsychologique, bien, ça nous permet, avec les différentes informations qui sont disponibles, parfois de réfléchir aux interventions qu'on peut offrir, parfois aussi d'avoir un peu le réflexe d'avoir une hypothèse alternative aux difficultés des jeunes. Donc ça peut être intéressant. Puis dans ce contexte-là, il y a encore beaucoup à faire en termes d'intervention, donc pour évaluer l'efficacité des interventions, mais toujours en gardant en priorité l'importance de l'acceptabilité donc des jeunes au niveau des interventions qu'on peut développer pour améliorer le fonctionnement cognitif, pour s'assurer que, parce que c'est quand même eux à la base qui vont avoir le traitement. Et donc, ça termine ma présentation. Je tiens à souligner, bien évidemment, mes subventions qui permettent de faire ces recherches-là. Daniel Nadeau, Geneviève Dufour, au CIUS de la capitale nationale, qui m'aident beaucoup, qui m'ont aidé beaucoup dans les projets comme Tracé que je vous ai présenté. Geneviève Dufour, une aide incroyable pour les trousses. L'équipe à Londres aussi, donc, qui m'ont permis de vous présenter le projet IRCAJAR. Les répondants à la recherche qui ont été une aide complètement inestimable pour réaliser le projet Tracé et même le projet IRCAJAR. Auxiliaire de recherche, évidemment, extrêmement important, hein, sinon on ne pourrait pas avoir ces informations-là. Les intervenants des centres jeunesse qui vont toujours prendre soin de référer des jeunes, donc ça c'est toujours apprécié. Et les jeunes, évidemment, qui sont impliqués dans les différents projets, qui donnent de leur temps aussi pour évaluer des trousses qui sont en développement. Donc, bref, merci à tout le monde.